Bonsoir à tous et à toutes. Nous vous remercions tout d'abord pour votre présence ici, pour l'intérêt que vous avez pour ce genre de conférence. Alors, je me présente, je m'appelle Kayi, je suis représentant de l'association Meydan Panthéon-Sorbonne. Nous co-organisons cet événement avec l'association, avec le club Fénicie, pardon, qui est représenté par Tarek ici présent. Et il s'agit là de deux associations qui portent principalement sur le Moyen-Orient. Le club Fénicie, c'est une association qui a pour but de promouvoir la culture libanaise et diffuser des analyses qui sont nécessaires à la compréhension des différents enjeux culturels, économiques et sociaux. Et Meydan, c'est une association apolitique qui veut donner une autre image du Moyen-Orient que celle que nous avons malheureusement tous, c'est-à-dire les guerres, etc. Et aujourd'hui, le sujet de ce soir, comme vous le savez tous, c'est les relations entre le Liban et Israël. Et pour nous éclairer sur le sujet, nous avons l'honneur d'accueillir M. Roland Lombardi, qui est consultant indépendant et analyste chez JFC Conseil, et qui est aussi par ailleurs chercheur associé à l'Institut de recherche et études du monde arabe et musulman d'Aix-Marseille Université. Et en 2015, il a soutenu sur le thème justement des relations franco-israéliennes durant la guerre du Liban qui s'est déroulée de 1975 à 1990. Et donc sans plus attendre, je vais lui laisser la parole et bonne conférence à tous et à toutes. Bonsoir à tous, merci de votre présence. Alors, je tiens tout d'abord à remercier l'association Meydan, le club Fénicie et surtout Tarek Skayan qui a eu la gentillesse de m'inviter. Donc ce soir, je vais vous parler d'un sujet qui est toujours d'actualité, puisque c'est les relations entre le Liban et Israël. Alors si vous le voulez bien, je ne vais pas parler longtemps, entre 30 et 40 minutes, tout au plus. Je vais faire un petit retour historique de ces 40 dernières années pour bien comprendre les enjeux des relations entre ces deux pays. Et après, on passera comme ça, un peu plus de temps pour passer à une conférence un peu plus interactive avec une série de questions qui seront plus axées sur l'actualité, puisque je pense que ça vous intéresse plus précisément. Donc alors pour commencer, on va faire un petit peu d'histoire contemporaine. Donc il faut bien rappeler que le Liban n'a participé à un seul des conflits qui a opposé Israël à ses voisins. C'était en 1948 par le truchement très symbolique de petits corps expéditionnaires détachés à Haute-Galilée. Après, le Liban ne s'est plus jamais impliqué directement et militairement dans les conflits israélo-arabes de 1956, 1967 et 1973. On peut expliquer cela à cause de la faiblesse traditionnelle et constitutionnelle du pouvoir central de Beyrouth, le délaissement du Sud majoritairement chiite, ainsi qu'une faible cohésion nationale due au confessionnalisme qui ont en fait endigué toute velléité martiale libanaise envers le voisin israélien qui, lui, parallèlement, depuis son existence, s'est doté d'un appareil militaire assez conséquent. Alors dans les années 50 jusqu'au début des années 70, la frontière libanaise est même considérée comme la bonne frontière par l'État hébreu, tant les attaques terroristes ou les menaces d'une offensive militaire classique sont inexistantes. Alors tout cela va commencer à changer à partir de 1969. Alors en effet, le 3 novembre 1969, l'accord du Caire, conclu avec l'aval de la Ligue arabe au détriment de la souveraineté libanaise, autorise l'OLP à installer durablement des infrastructures à Beyrouth et dans la partie méridionale du pays du Sahel. Alors après l'épisode de Septembre Noir, qui je vous rappelle était une tentative palestinienne de putsch contre le roi Hussein de Jordanie, et la répression sanglante qui suivit, des dizaines de milliers de combattants palestiniens et leurs familles fuient le royaume hachémite pour le Liban. Au sud, l'OLP va même créer une zone que les médias et les diplomates vont très vite baptiser le Fatah, du nom de l'organisme principal, le Fatah, la centrale palestinienne. Alors cette zone sera personnellement dirigée par Yasser Arafat et sera particulièrement indépendante du pouvoir libanais. L'OLP il élèvera même des taxes, se procurera des armes, entraînera des combattants et livrera une guérilla sans cesse plus active contre l'État hébreu. Alors c'est en mars 1978 qu'Israël fait sa première intervention militaire au sud du Liban pour repousser la ligne de confrontation et établir une zone tampon entre l'OLP et la frontière internationale. Tel Aviv obtient alors que l'ONU diligente des casques bleus, la PNUD, force d'interposition des Nations Unies au Liban.
Donc Israël crée même une milice pro-israélienne chargée de sécuriser la frontière, l'armée du Liban Sud, l'ALS, du major Saad Haddad, puis du général Anton Lahad. Alors cette milice, contrairement à ce que la légende a diffusé, n'est pas totalement chrétienne. Elle se compose même en majorité de chiites et une minorité seulement de maronites chrétiens. Elle compte entre 2000 et 4700 soldats. Donc vient la première guerre du Liban, la première guerre civile du Liban, qui commence en 1975, en avril 1975. Et cette guerre offre à Israël les conditions d'une intervention politique dans les affaires internes libanaises. Il s'agit pour le gouvernement nationaliste de Menahem Begin, le premier ministre israélien arrivé au pouvoir en 1977, et surtout à son ministre de la Défense, le célèbre général Ariel Sharon, et le véritable architecte de ce plan et de l'opération Paix en Galilée qui se déroulera en 1982. Ça sera l'occasion pour Israël de s'allier à des groupes confessionnels en conflit pour renforcer l'influence israélienne dans la région, contrer les visées hégémoniques de la Syrie d'Hafez al-Assad et surtout affaiblir, voire détruire, si possible, l'OLP. Alors dans cet esprit, le choix d'Israël se porte logiquement sur les chrétiens maronites et sur la puissante famille Gemayel, qui sont des ennemis acharnés des Palestiniens au Liban, et dont la représentation identitaire de minorités menacées au Proche-Orient musulman coïncide avec celle de l'État hébreu. Par ailleurs, d'importants cadres phalangistes, les phalanges étant le parti principal de la famille Gemayel, voient d'un très bon œil un soutien de Tzahal pour renforcer sa domination politique sur l'ensemble du pays du Cèdre, tandis que d'autres souhaitent forger un État spécifiquement chrétien sur le réduit de Beyrouth-Est, Jounier, montagne libanaise, ce qu'on appelle le pays chrétien. Ainsi, entre 1978 et 1982, des milliers de combattants chrétiens libanais sont entraînés et armés par Israël dans leur lutte contre la coalition que l'on appellera palestino-progressiste, et qui est en fait l'OLP, qui s'allie occasionnellement avec des milices druzes et chiites. C'est donc en 1982 que se déroule l'épisode géopolitique majeur pour Israël au Liban. Il faut rappeler que cette intervention israélienne est la première guerre de non-réaction, mais avec un plan politique ambitieux pour l'État hébreu. Sûr de ses alliés maronites, dégagé de tout danger égyptien au sud, je vous rappelle que la paix de Camp David a été signée en 1978 et 1979, avec une large démilitarisation du Sinaï, et fort du soutien de l'administration Reagan, Sharon lance donc le 6 juin 1982, suite à l'assassinat de l'ambassadeur israélien à Londres, une vaste offensive dénommée Paix en Galilée. Militairement, c'est un succès notoire. Tsahal neutralise l'aviation syrienne très rapidement et surtout détruit en quelques jours les infrastructures militaires palestiniennes du sud et assiège les troupes palestiniennes à Beyrouth-Ouest, qui va même contraindre Yasser Arafat et son état-major à l'exil, avec, encore une fois, je vous le rappelle, l'aide des troupes et des navires français. Et si vous avez des questions sur ces épisodes, on reviendra, on développera dans la série de questions. Alors tout le plan Sharon se déroule comme prévu, surtout que son poulain, le jeune et charismatique chef chrétien Béchir Gemayel, répond au-delà des espérances des Israéliens, puisque par la séduction, mais surtout par la force et la violence, il arrive à s'imposer sur la scène militaire et surtout politique libanaise. Il réussit tant bien que mal à réunir toutes les forces chrétiennes et commence également à devenir l'homme fort nécessaire, étant entendu que les autres communautés du Liban souhaitent pour mettre fin à ce conflit. Il est même élu en août 1982 président donc, du Liban. Et donc la paix au Liban semble proche et un traité de paix avec Israël se prépare à être signé. Ce qui pour Israël est un atout puisque ça serait le second traité signé après celui signé avec l'Égypte. Mais voilà, tout s'écoule le 15 septembre 1982 puisque Gemayel est assassiné vraisemblablement par les services secrets syriens, déjà on peut dire. Et ça sera donc les funestes et tristes célèbres de massacres de Sabra et Shatila, qui sont des représailles des phalangistes sous le regard passif des Israéliens. Ce massacre provoquera en Israël une enquête qu'on appellera l'enquête Kahan du nom du juge qui diligentera cette enquête et qui mènera Sharon et son chef d'état-major, Raphaël Eitan, à la démission quelques semaines plus tard.
Au Liban, malheureusement, les combats reprennent, du fait notamment des faiblesses et des divisions et incohérences tactiques au sein du camp chrétien et maronite. Et le traité de paix ne sera jamais signé par le frère de Béchir, qui est considéré beaucoup plus faible que son frère, et qui, lui, préfère, par précaution, se rapprocher de Damas. Alors, face à cet échec politique et stratégique, en proie à des attaques très meurtrières du Hezbollah, chiite pro-iranien, qui est une milice créée en 1983, et affaibli par une crise socio-économique de grande ampleur, Israël se résout donc à quitter le Liban par étapes, ne maintenant au sud qu'une zone de sécurité contrôlée par l'AES et confinée entre la Finule et la frontière israélienne. Alors, l'ultime retrait de Sahel s'effectuera le 25 mai 2000, entraînant dans la foulée la suppression définitive de la zone de sécurité et de l'AES et provoquant l'avancée du Hezbollah jusqu'à la frontière internationale. Donc, ce qu'on peut dire de ce bilan géopolitique, c'est que l'aventure libanaise pour Israël a été totalement négative. Pourquoi? Parce qu'Israël n'est pas arrivé à modeler à sa convenance le pouvoir central libanais.